Chapitre 15 La guerre d'Algérie et la libération des hommes. Fréquemment, l'analyse et l'appréciation d'un événement donné se révèlent inadéquates et les conclusions paradoxales parce que précisément il n'a pas été suffisamment tenu compte des liens organiques existants entre cet événement particulier et le développement historique de l'ensemble environnant. C'est ainsi, pour prendre un exemple, que le renforcement dialectique existant entre les mouvements de libération des peuples colonisés et la lutte émancipatrice des classes ouvrières exploitées des pays impérialistes connaît quelquefois une sorte de négligence, voire d'oubli. L'ouvrier et le colonisé. Le processus de libération de l'homme, indépendamment des situations concrètes dans lesquelles il se trouve, englobe et concerne l'ensemble de l'humanité. Le combat pour la dignité nationale donne à la lutte pour le pain et la dignité sociale sa véritable signification. Ce rapport interne est l'une des racines de la solidarité immense qui unit les peuples opprimés aux masses exploitées des pays colonialistes. Au cours des différentes guerres de libération nationale qui se sont succédées pendant ces 20 dernières années, il ne fut pas rare de constater une certaine nuance hostile, voire haineuse de l'ouvrier colonialiste à l'égard du colonisé. C'est que le recul de l'impérialisme et la reconversion des structures sous-développées spécifiques de l'État colonial s'accompagnent dans l'immédiat de crises économiques que les ouvriers du pays colonialiste sont les premiers à ressentir. Les capitalistes métropolitains se laissent arracher des avantages sociaux et des augmentations de salaire par leurs ouvriers dans l'exacte mesure où l'État colonialiste leur permet d'exploiter et de rasier les territoires occupés. Au moment critique où les peuples colonisés se jettent dans la lutte et exigent leur indépendance, il s'écoule une période difficile au cours de laquelle, paradoxalement, l'intérêt des ouvriers et des paysans métropolitains semble s'opposer à celui des peuples colonisés. Les méfaits de cette aliénation inattendue doivent être connus et énergiquement combattus. La lutte contre le colonialisme, type particulier d'exploitation de l'homme par l'homme, se situe donc dans le processus général de libération des hommes. Si la solidarité entre ouvriers métropolitains et peuples colonisés peut connaître des crises et des tensions, il est rare d'en constater entre peuples colonisés. Les hommes colonisés ont cela en commun qu'on leur conteste le droit de constituer un peuple. Diversifiant et légitimant cette attitude générale du colonialiste, on trouve le racisme, la haine, le mépris chez l'oppresseur, et corrélativement l'abêtissement, l'analphabétisme, l'asphyxie morale et la sous-alimentation endémique chez l'opprimé. Solidarité des colonisés. Entre peuples colonisés, il semble exister une sorte de communication illuminante et sacrée qui fait que chaque territoire libéré est pendant un certain temps promu au rang de territoire guide. L'indépendance d'un nouveau territoire, la libération des peuples nouveaux sont ressentis par les autres pays opprimés comme une invitation, un encouragement et une promesse. Chaque recul de la domination coloniale en Amérique ou en Asie renforce la volonté nationale des peuples africains. C'est dans la lutte nationale contre l'oppresseur que les peuples colonisés ont découvert concrètement la solidarité du bloc colonialiste et la nécessaire interdépendance des mouvements de libération. L'ébranlement de l'impérialisme anglais, par exemple, ne peut pas réellement s'accompagner d'une consolidation de l'impérialisme français. Dans l'immédiat, pareil résultat peut paraître évident. En réalité, le flux national, l'émergence de nouveaux États, prépare et précipite le reflux inévitable de la cohorte colonialiste internationale. L'apparition de peuples hier inconnus sur la scène de l'histoire, leur volonté de participer à l'édification d'une civilisation à la mesure du monde, donne à la période contemporaine une importance décisive dans le processus d'humanisation du monde. Le pacte de Bandung concrétise à la fois cette union charnelle et spirituelle des peuples colonisés. Bandung est l'engagement historique des hommes opprimés à s'entraider et à imposer un recul définitif aux forces d'exploitation. L'Algérie, territoire guide. La guerre d'Algérie occupe une place de choix dans le processus de démolition de l'impérialisme depuis 4 ans. Le colonialisme français, l'un des plus obstinés de cette après-guerre, s'accroche par tous les moyens à sa tête de pont en Afrique. Tous les arguments militaires et politiques ont été utilisés pour justifier la répression et la présence française en Algérie. Les dimensions de cette guerre atroce ont étonné et bouleversé l'opinion internationale. Le colonialisme français en Algérie a mobilisé toutes ses forces.
L'effort militaire, économique et politique déployé par la France dans la guerre d'Algérie ne peut s'apprécier objectivement qu'en fonction de l'ensemble africain français. Vaincre la révolution algérienne, c'était bien sûr expurger pour une dizaine d'années encore le ferment nationaliste. Mais c'était à la fois imposer le silence aux éventuels mouvements africains de libération et surtout marquer du sceau de la débilité et de l'insécurité les jeunes indépendances tunisiennes et marocaines. Le colonialisme français en Algérie a considérablement enrichi l'histoire des méthodes barbares utilisées par le colonialisme international. Pour la première fois, l'on assiste à la mobilisation de plusieurs classes, à l'envoi des contingents, à la diminution des forces de défense nationales, au bénéfice d'une guerre de reconquête coloniale. À plusieurs reprises, les gouvernants français ont annoncé une imminente victoire sur les forces nationales algériennes. Toutes les conditions objectives semblaient être réunies pour réaliser cette défaite de la révolution algérienne. Chaque fois, on a assisté à une sorte de miracle, de renouveau, de recommencement. C'est que le peuple algérien se sait soutenu par d'immenses forces démocratiques internationales. De plus, les masses algériennes sont conscientes de l'importance de leur combat à l'échelle du continent africain. La guerre d'Algérie est loin d'être terminée, et à l'aube de cette 5e année de guerre, les hommes et les femmes d'Algérie, habités par une faim incoercible de paix, mesurent lucidement le chemin très difficile qu'il leur reste à parcourir. Mais les résultats positifs, décisifs, irréversibles que leur lutte vient de rendre possible en Afrique alimentent leur foi et renforcent leur combativité. Alors que la Tunisie et le Maroc, protectorats, ont pu accéder à l'indépendance sans mettre fondamentalement en question l'Empire français, l'Algérie, par son statut, l'ancienneté de l'occupation et l'importance de l'implantation colonialiste, pose au grand jour et de façon critique la question de l'écroulement de l'Empire. Pour le colonialisme français, l'Algérie n'est pas uniquement un nouveau conflit colonial, mais aussi l'occasion d'une décisive confrontation, le test limite. Aussi, les forces françaises réagirent-elles au cours de ce conflit avec une brutalité et une violence qui ont souvent déconcerté. Le conflit franco-algérien a posé le problème colonial à l'échelle de l'Afrique. Les autres puissances coloniales en Afrique suivent avec anxiété et terreur l'évolution de la guerre de l'Algérie, et de l'autre côté du Sahara, voici que la Guinée indépendante allonge maintenant son ombre subversive vers les territoires les mieux tenus. L'Algérie, tête de pont du colonialisme occidental en Afrique, est rapidement devenue le guêpier où s'est enlisé l'impérialisme français et où se sont écroulés les espoirs insensés des oppresseurs occidentaux. La guerre d'Algérie, depuis 4 ans, domine de façon tragique et décisive la vie politique intérieure et extérieure française. Les rapports de la France avec les autres pays occidentaux, ses difficultés diplomatiques ou quelquefois militaires avec les États arabes, l'évolution des structures colonialistes de la vieille Union française, reflètent de façon très nette les différentes phases de la guerre d'Algérie. Obsédés par la terreur de nouvelles guerres coloniales, les hommes politiques français ont multiplié les mises en garde et les invitations. Repensons nos problèmes avec nos possessions coloniales, telle est la phrase qui, à partir de 1955, résonne dans les assemblées françaises et dans les milieux politiques. La loi cadre de M. Defer fut créée dans le dessein d'éviter des revendications nationales intempestives, mais l'existence de la guerre d'Algérie, les détails sur la répression colonialiste, l'héroïsme du peuple algérien, ont éveillé et enhardi la conscience des hommes et des femmes d'Afrique. Au début de 1958, dans tous les territoires africains occupés par la France, la volonté nationale se fait jour et des partis de plus en plus nombreux et de plus en plus décidés posent le problème nécessaire de la lutte armée. Au Togo et au Cameroun, les événements ont effectivement pris une allure de guerre larvée. Ailleurs, les gardes chiourmes du colonialisme multiplient les déclarations lénifiantes. Or, l'observateur décèle parfaitement, sous des affirmations tranquilles, une intense anxiété et une terreur de la colère populaire. La guerre d'Algérie a secoué en profondeur l'équilibre colonial en Afrique. Il n'y a pas un territoire occupé en Afrique qui n'ait été remanié dans ses perspectives d'avenir par la guerre d'Algérie. Le peuple algérien est conscient de l'importance du combat dans lequel il est engagé. Depuis 1945, il a posé comme mot d'ordre la libération nationale de l'Algérie et la libération du continent africain. Les faciles critiques contre le refus rigide d'accepter des étapes
dans la décolonisation adressée périodiquement au FLN ne tiennent pas suffisamment compte des dimensions originellement africaines de la lutte nationale algérienne. Le colonialisme français doit mourir. L'appel au général de Gaulle fut dans ces conditions la dernière tentative du colonialisme français. On a vu que le général de Gaulle n'a pu que tirer les conséquences d'un mouvement qui le dépasse. La nouvelle constitution, dans ses considérations sur la communauté, laisse encore une place de choix à la métropole, mais admet l'indispensable reconnaissance d'États autonomes. La création de la République malgache est la première manifestation de cette réforme gaulliste. Les milieux colonialistes qui avaient mis leur confiance dans l'intercession du général providentiel en arrivent à se demander aujourd'hui s'ils n'ont pas fait un marché de dupes, faute d'avoir tiré les conclusions d'une exigence irréversible qui, si elle n'était satisfaite, risquerait d'engloutir la France elle-même. Les colonialistes français ont tendance à considérer De Gaulle comme un traître ou comme un bradeur. En vérité, le général sauve encore une fois les intérêts colonialistes en disposant une communauté qui, inégale, organisée au seul profit d'une métropole, maintient intactes d'importantes structures coloniales. Avec la constitution d'États autonomes, le colonialisme français sort affaibli, mais, sans l'intervention du général de Gaulle, c'était l'éclatement de l'Empire à très brève échéance. Apparemment, traître à ses mandats, le général de Gaulle est en réalité le sauveur momentané d'une certaine réalité coloniale.